Bonsoir à tous, le 19h de Public Sénat. Voici les titres de cette édition. Ben Laden sera vengé. Le groupe terroriste Al-Qaïda confirme la mort de son chef et promet des représailles aux États-Unis et au Pakistan. Selon la police française, la France est désormais la cible numéro 2 du mouvement islamiste. Un graphique qui met le feu aux poudres. Plus rien ne va à la Fédération française de football après la publication de nouvelles preuves dans l'affaire des quotas. Laurent Blanc est invisible, Zinedine Zidane silencieux. Et puis ce parfum de nostalgie qui nimbe l'anniversaire de l'élection de François Mitterrand. Il y a 30 ans, la gauche arrivait au pouvoir. La galaxie mitterrandienne était au complet aujourd'hui au Sénat pour se souvenir et raconter ce fameux 10 mai 1981. Notre invité ce soir, Claude Estier, il fut de tous les combats de François Mitterrand avant de présider le groupe socialiste, ici même au Sénat. Le cri de vengeance d'Al-Qaïda qui confirme aujourd'hui la mort de son chef, Oussama Ben Laden. Dans un communiqué, le commandement général du réseau terroriste promet de venger son élimination. La mort de Ben Laden, peut-on lire, sera une malédiction pour les Américains. Élise Ecardi. C'est un message qui met théoriquement fin aux spéculations sur la mort de Ben Laden. Diffusé sur plusieurs sites internet, ce texte confirme la mort de leur numéro 1. Et l'organisation terroriste annonce qu'elle continuera la lutte et promet vengeance. Message à ceux qui estiment que l'organisation serait morte avec son chef. Elle promet de s'en prendre aux États-Unis qui ont mené l'assaut et à ses alliés, dont le Pakistan, le pays où Ben Laden a été tué en début de semaine. Ils annoncent également qu'un enregistrement sonore de Ben Laden datant d'une semaine avant sa mort sera diffusé prochainement. En France, la réaction à cette tentative d'intimidation n'a pas traîné. Bernard Squarcini, le chef de la direction centrale du renseignement intérieur, estime dans une interview que la France est la cible numéro 2 d'Al-Qaïda, derrière les États-Unis. Mais il affirme tout de même que la France n'a pas spécialement reçu de nouvelles menaces depuis la mort du chef d'Al-Qaïda. Situation toujours extrêmement tendue en Syrie où aujourd'hui les opposants au régime en place appelaient à manifester à l'occasion d'un vendredi du défi. L'un des principaux opposants à Bachar el-Assad, Riyad Saif, a été arrêté et le sang coule toujours, en particulier à Homs, la 3e ville du pays. Simon Barbarie. Malgré l'interdiction du ministère de l'Intérieur, ils étaient plusieurs dizaines de milliers de Syriens à manifester aujourd'hui leur opposition au président Bachar al-Assad. Le vendredi du défi, c'est le nom de l'appel lancé sur Internet. Au nord de Damas, dans les villes de Homs et de Hama, 13 manifestants auraient été tués par les forces de sécurité du régime. Un sacrifice pour la liberté, évoquent les internautes contestataires. Depuis mars dernier, la répression a fait 600 morts à travers tout le pays. 8000 personnes seraient détenues ou disparues d'après les organisations des droits de l'homme. Les États membres de l'Union européenne sont tombés d'accord cet après-midi sur des sanctions visant 14 membres du régime syrien, mais pas Bachar al-Assad. Gel des avoirs, interdiction de visa et embargo sur les armes et matériel de répression. Ces mesures restrictives doivent maintenant être entérinées par les gouvernements. Elles devraient entrer en vigueur d'ici mardi prochain. Les choses auront été très vite, une semaine seulement après l'attentat de Marrakech qui, je vous le rappelle, a fait 16 morts et 8 blessés. Le Maroc affirme avoir arrêté 3 Marocains, dont l'un présenté comme l'exécutant de l'attaque serait lié à la mouvance d'Al-Qaïda dans la région. Selon le ministre français de l'Intérieur, Claude Guéant, d'autres ramifications ne sont pas à exclure dans cette affaire et d'autres personnes pourraient être donc interpellées. En France, les très mauvais chiffres de la sécurité routière, près de 20% de mortalité en plus en avril dernier, soit 355 tués. Les responsables de la sécurité routière pointent, je cite, un relâchement préoccupant des comportements des conducteurs. Le monde du football est désormais suspendu à la publication des 2 rapports qui doivent, en début de semaine prochaine, faire toute la lumière sur l'hypothèse d'instauration de quotas dans les équipes nationales. Le moins qu'on puisse dire est qu'après la publication par le site Mediapart de nouvelles pièces à charge, la situation est plus qu'explosive à la Fédération française de football. Alexandra Colino.
Mediapart continue de nourrir de preuves l'affaire des quotas. Dernière en date publiée hier soir, un graphique fait maison par la Fédération française de foot. En jaune, la part des jeunes joueurs susceptibles de changer de nation sportive. Selon le site, ce graphique aurait permis au directeur technique national François Blacquart d'étayer la théorie sur le trop-plein de joueurs dits binationaux. S'il y a mise en place de quotas, je transmets à la justice. Vous déposez plainte. Pourquoi? Parce que je voudrais juste rappeler à ceux qui ne le savent pas, c'est illégal, c'est même pénal. Les auditions des deux enquêtes se sont achevées aujourd'hui, à l'exception notable de celle de Laurent Blanc. Retenu en vacances en Italie, il sera auditionné probablement ce week-end. Les conclusions du rapport interministériel seront rendues lundi après-midi. L'affaire continue aussi de déchirer les Bleus de 98 entre pour ou contre Laurent Blanc. Ce matin, Emmanuel Petit lançait un appel presque désespéré au calme. Je vous conjure les gars, j'en implore vraiment, c'est revenez un petit peu à la raison, prenez un petit peu de recul, de la légèreté. Zizou, si tu m'écoutes, même si tu me portes pas dans ton cœur, je t'en implore, sors de ta réserve parce qu'on a besoin de toi ce coup-ci. Mais Zidane, le Messi, se fait attendre. Et puis à noter ce commentaire de François Hollande à propos de cette affaire. Le sport, explique le candidat à la primaire socialiste, est un territoire qui ne connaît ni frontières ni couleurs. Merci d'être avec nous, Michel Vivorca. Vous êtes sociologue, vous êtes directeur d'études à l'Institut des hautes études en sciences sociales. Comment vous expliquez l'émergence aujourd'hui de ce dossier? On a un petit peu l'impression que tout ça est dans l'air du temps, finalement. C'est tout à fait dans l'air du temps. Il y a un problème de société qui trouve une expression particulièrement explosive, comme ça a été dit, dans le football. Mais vous savez, ça fait au moins depuis 5 ou 6 ans que la question noire taraude notre société, que le mouvement qui s'appelle le CRAN est apparu, que les indigènes de la République sont apparus, qu'il y a eu des émeutes si importantes en octobre, novembre, décembre, où la France a découvert justement qu'il y a des Noirs sur le territoire national. Et donc, dès que ces questions-là existent, évidemment, la question du racisme se pose. Et je voudrais dire juste ce qu'est le racisme, y compris dans cette affaire-là. C'est pas quand on dit black, blanc, beurre qu'on est raciste. C'est quand on fait un lien entre une couleur de peau, une origine nationale, une culture et des qualités physiques ou morales. Entre les lignes dans les différents propos qu'on a pu lire. Exactement. Pour moi, le critère, il est là. Si quelqu'un dit je suis noir ou il est noir, s'il n'en tire aucune conséquence, pour moi, il n'y a pas de racisme. Si on me dit il est noir et du coup, il a nécessairement un grand gabarit, des qualités d'intelligence du jeu que les autres n'ont pas, que c'est, alors là, on rentre dans la racialisation, on rentre dans des choses extrêmement dangereuses. Et je pense que c'est ce pas qui a été franchi. Vous pensez qu'on passe aujourd'hui à une autre forme de racisme? Vous évoquez le phénomène noir. Jadis, il n'y a pas si longtemps, c'était le phénomène arabe qui, aujourd'hui, un peu se dissout dans la société. Alors, vous avez raison. J'ai fait des très grosses enquêtes sur le racisme à la fin des années 80, début des années 90. On ne me parlait jamais des Noirs. On me parlait parfois des Juifs et on me parlait surtout des Arabes, des Beurs, appelez ça comme vous voulez. Bien. Aujourd'hui, je pense qu'il y a en partie un début d'intégration, contrairement à ce qu'on peut raconter. Je pense que ce monde issu de l'immigration nord-africaine des années 50-60, ça fait maintenant un demi-siècle. Les enfants, les petits-enfants, il y a toujours du racisme, de la discrimination, etc. Mais ça trouve leur place. Et ce qui me frappe, c'est qu'à l'époque, il y avait donc du racisme, appelons-le anti-arabe, et qu'aujourd'hui, il y a comme les choses se sont séparées en deux branches qui s'éloignent de ça. D'un côté, il y a de la hantise de l'islam. Donc là, c'est la hantise d'une religion. Et d'un autre côté, il y a du racisme anti-noir. Alors donc vous là, avez dit, à propos de cette affaire qui hante également la Fédération française de football, que Laurent Blanc avait tenu, donc l'entraîneur de l'équipe nationale, avait tenu des propos très clairement racistes, et pourtant vous dites qu'il n'est pas raciste. Il y a là un gros paradoxe quand même. Écoutez, moi je pense qu'il s'est laissé porter par la façon dont aujourd'hui beaucoup de gens réfléchissent, qu'il n'est absolument pas raciste fondamentalement, qu'il n'est pas dans une idéologie raciste, il n'a pas un discours structuré porté par la haine, le mépris, ce genre de choses. Mais ça n'empêche pas qu'il a tenu des propos racistes. Et donc, vous savez, c'est pas le premier à qui ça arrive. Hein. Et je pense qu'il est bien embarrassé, bien malheureux, qu'il regrette. Voilà, qu'il regrette. Et donc, c'est pas la même chose pour moi que quelqu'un qui dirait oui, effectivement, je signe, je persiste, je considère que, je sais pas, les Africains, les Noirs ont telle ou telle caractéristique. Voilà. Et donc, je crois pas qu'il soit comme ça. Mais il se trouve pris dans des catégories, dans des façons de penser
qui sont dans l'air du temps, qu'on trouve un peu partout dans l'opinion. C'est pas seulement l'extrême droite qui est comme ça. Évidemment pas. Et il y a même parfois des intellectuels qui dérapent. Alors, qu'est-ce qui peut couper court, selon vous, à ce type de manifestation? Est-ce que, par exemple, la Fédération, le gouvernement doit prendre des sanctions dures contre ces propos, voire, évidemment, en tirer certaines conséquences? Écoutez, il y a deux choses, comme toujours dans ce genre de problème. D'une part, il y a à sanctionner lorsque les gens sont allés trop loin, c'est-à-dire ont passé cette limite. Et puis, il y a deuxièmement à se dire comment maintenant aller en sens contraire. Et là, c'est évidemment pas quelque chose qui va se décider en quelques heures. Mais je rajoutais une chose, c'est que dans l'ensemble, ce monde du football n'est pas indifférent à l'antiracisme. Au contraire, c'est un monde qui a fait des efforts. Et on l'a souvent vu s'engager qui en matière d'antiracisme. bien entendu, et donc des efforts d'éducation, des efforts dans les stades, etc. Et donc moi je pense qu'il y a d'un côté à marquer un coup d'arrêt et en finir avec cette affaire qui est assez lamentable, d'un côté, nettement, donc là peut-être des sanctions, pas forcément des sanctions brutales, mais c'est pas à moi de juger. Bon, puis il faudra qu'on sache exactement ce qui s'est passé d'un côté, et puis d'un autre côté, surtout l'affichage de, comment dirais-je, d'une volonté de systématiser l'effort antiraciste, ce qui a été le cas d'ailleurs en Angleterre. Vous savez, en Grande-Bretagne, il y avait des problèmes de racisme extrêmement lourds, et il y a eu toutes sortes de mouvements. Mais ça dépend aussi de l'état de la société. Si la société, elle dit, oh ben oui, ils ont dit ce qu'il fallait dire, on pense comme eux, évidemment, on ne changera rien. S'il y a dans la société toutes sortes d'expressions de refus des quotas, etc., là, ça ira plus vite. Merci beaucoup, Michel Vieux-Vorca, de vos éclairages sur cette affaire. Quelle affaire, justement, avait soupiré François Mitterrand au soir de son élection à la présidence de la République, il y a 30 ans, le 10 mai 81. Le premier secrétaire du Parti socialiste rassemblé autour de son nom 15 700 000 voix, terrassant ainsi le président sortant Valéry Giscard d'Estaing. Toute cette journée au Sénat, le cercle mitterrandien a débattu de cette victoire historique. Ségolène Royal était même au premier rang. Sandra Cerquera. Toute la Mitterrandie réunie qui rend hommage à l'ancien président socialiste, d'Hubert Védrine à Pierre Mauroy, en passant par Jacques Lang et Lionel Jospin, de grands témoins et acteurs de l'élection de François Mitterrand. Le 10 mai a été pour moi un choc politique et émotionnel, un accomplissement plus fort que ne l'a été ma victoire en 1997, le 1er juin, ou les élections législatives. C'est un immense héritage et je pense que les Français en sont tout à fait conscients et j'espère qu'ils s'en souviendront en 2012. Des anciens qui se tiennent aujourd'hui loin de Solferino. La seule qui est venue, c'est Ségolène Royal. Son nom n'était pas inscrit au programme, personne ne l'attendait. Après un hommage à François Mitterrand ce matin dans le Marais Poitevin, elle a décidé seule de venir. Cela m'a rappelé le fait qu'il était à la fois très viscéralement attaché à la France. Il aimait passionnément la France, ses paysages, ses identités rurales. C'est un moment, comme il l'aimait, de France unie aujourd'hui. Une visite de reconnaissance qui rappelle qu'au PS, on est en campagne pour les primaires. D'ailleurs, entre deux hommages à Mitterrand, c'est la réalité du parti d'aujourd'hui qui prend le dessus. Le rassemblement. Deuxièmement, un projet mobilisateur. Et troisièmement, une candidature qui permette de gagner et de réussir. Bon, et ces trois conditions qu'a magnifiquement rempli Mitterrand à l'époque. L'anniversaire de la victoire de 81, le Parti socialiste compte bien le fêter. Le 10 mai prochain, Solferino organisera des portes ouvertes avec la mise en vente de t-shirts et de timbres à l'effigie de Mitterrand. On s'en souviendra de ce 10 mai. Bonsoir Stéphane Rodès. Alors pourquoi ce 10 mai reste une date clé dans la vie politique française et est-ce que ce 10 mai 81 peut éclairer d'une certaine manière la future élection, celle de 2012 ? Oui, c'est une date décisive, c'est l'arrivée de la gauche pour la première fois sous la Ve République au pouvoir et depuis la gauche n'a pas accédé à l'Élysée. François Mitterrand sera reconduit en 88. En fait, ce qui se passe là, c'est effectivement des leçons pour la gauche dans la perspective de la présidentielle. Première leçon, cette victoire, à l'époque, la formule, c'était la majorité politique a retrouvé la majorité sociologique. Il y avait eu de théoriser à l'époque le front de classe, c'est-à-dire une alliance sociologique entre les catégories populaires, les classes moyennes. Et la stratégie de François Mitterrand, qui était gagnée
gagnante, c'était de coller au Parti communiste, parce que sans les catégories populaires, ça n'était pas possible. Et donc il va même récupérer dès le premier tour une partie de ces catégories populaires. La seconde raison, la seconde chose, c'est la permanence de la gauche et la reconduction de François Mitterrand. La victoire de François Mitterrand à la seconde présidentielle, c'est pas tant la victoire de la gauche. La gauche est minoritaire dans le pays dès les plans Delors. C'est la capacité de François Mitterrand d'utiliser les institutions de la Ve République et de comprendre ce que disait Ségolène Royal, c'est que notre pays, c'est une dispute commune. Le commun, c'est l'héritage de la nation. C'est la capacité de François Mitterrand d'utiliser la dimension spirituelle de la fonction présidentielle, d'utiliser le FN et l'Europe pour diviser le camp d'en face et être conduit en 88. Donc c'est ça les deux leçons pour la gauche, c'est sans les catégories populaires, on ne peut pas gagner une élection, et une élection se gagne aussi en sachant ce que n'a pas su faire la gauche depuis François Mitterrand, peut-être un peu Ségolène Royal, c'est incarner. La politique, c'est pas seulement la dispute sociale, c'est la capacité à incarner. Mitterrand avait réussi à articuler ces deux questions. Merci Stéphane. En face de vous, Claude Estier, je le disais, homme de tous les combats de François Mitterrand. Ce 10 mai 81, Claude Estier, c'était pour vous un sentiment de soulagement après tout le travail que vous avez fait précédemment, ou un sentiment de pure exaltation, comme beaucoup ce soir? Je crois qu'il y avait un peu les deux, Oui. parce que le soulagement... je dirais pas soulagement d'ailleurs, c'était plutôt la satisfaction de voir que tout le travail que nous avions accompli aboutissait après 23 ans de droite au pouvoir. Bon, mais nous étions déjà aussi, je crois, en dehors de la satisfaction, en dehors de la joie de la fête de la Bastille, etc. Nous avions déjà, dans les premières semaines, quelques inquiétudes sur ce qui allait se passer, parce que nous héritions d'une situation qui n'était pas facile. Il y avait quand même beaucoup d'hostilité à la personne même de François Mitterrand. La campagne de Giscard d'Estaing avait été extrêmement méprisante à l'égard de François Mitterrand, avec même des menaces, rappelez-vous l'annonce des chars soviétiques sur la place de la Concorde, etc. Bon. Donc il fallait surmonter tout ça. Mais je crois que nous avons, en tout cas dans les 2 premières années, les promesses faites ont été tenues, et je crois que la gauche a montré sa capacité à gouverner, même si ensuite les choses ont été beaucoup plus difficiles. Qu'est-ce qui a fait finalement la force du candidat Mitterrand? C'est cette force tranquille qu'avait imaginé Jacques Séguéla? Je pense, ça a été dit dans le colloque aujourd'hui, je crois que le mot que je représenterai pour qualifier François Mitterrand, c'est le mot de volontarisme. François Mitterrand avait la volonté, depuis très longtemps, d'accéder au pouvoir. Il a su, après les avoir condamnés, il a su utiliser les institutions de la Ve République. Et je crois qu'il a montré cette volonté à travers toutes les difficultés. Vous savez, moi j'ai participé au congrès d'Épinay en 1971. Nous avons gagné d'une courte tête face à Guy Mollet, et nous étions tout heureux de cette victoire. Et François Mitterrand nous a dit non, mais attendez, il y en a maintenant pour 10 ans. C'était en 71 et c'est en 81 qu'il est devenu président de la République. Et pendant ce temps-là, il y a eu des hauts et des bas, mais toujours cette volonté de ne jamais céder, de tenir bon, comme nous avions dit. Tenir bon, ça a été vraiment Alors, la force tranquille, c'était une image un peu publicitaire, si vous voulez. Bien sûr. Mais sur le fond, ça a été la volonté de tenir en dépit de tous les obstacles, en dépit de toutes les adversités. Et en particulier pendant la campagne, qui était une campagne dure, évidemment, que vous avez vécue au jour le jour. Qu'est-ce qui était le plus dur dans cette campagne? Parce qu'en face de François Mitterrand, il y avait Valéry Giscard d'Estaing, avec un bilan, somme toute, acceptable. Oui, mais je crois que Giscard d'Estaing a commis une très grosse erreur. C'est qu'il a voulu faire croire aux Français que la victoire de Mitterrand, c'était la victoire du Parti communiste et peut-être même de l'Union soviétique. Et il a poursuivi cette erreur entre les 2 tours, alors même que Georges Marchais avait eu quand même une chute considérable de son électorat, donc que la menace n'était plus tangible, et elle n'était plus crédible en tout cas. Et je crois que Giscard d'Estaing a commis, entre autres choses, cette grosse erreur. Dites-moi, Claude Estier, vous n'avez jamais été ministre. En revanche, vous avez été un grand parlementaire à l'Assemblée nationale, comme au Sénat ici, vous avez présidé le groupe socialiste. Un Sénat qui était à l'époque, évidemment, à droite. Il n'y a pas un peu de frustration dans l'action quand on préside le groupe
socialiste dans un Sénat de droite sous François Mitterrand. Il y a toujours forcément une frustration parce que moi j'ai passé 18 ans au Sénat, dont 16 ans à la tête du groupe socialiste, et nous n'avons pas pu faire passer beaucoup de nos propositions compte tenu de la majorité sénatoriale. Mais ça va peut-être changer au mois de septembre. Ah bah ça, on verra bien. On verra bien. Vous êtes l'auteur d'un dernier ouvrage, journaliste engagé chez Le Cherche Midi, à cette époque de François Mitterrand, pendant la campagne. Évidemment, la presse était virulente, à droite comme à gauche. Vous regrettez un petit peu que cet esprit de presse engagée, de journaliste engagé, s'estompe aujourd'hui? Je pense que mon livre ne porte pas du tout sur cette période. Mon livre est en fait un hommage aux journalistes qui se sont engagés avant la guerre, ou dans la résistance, ou contre les guerres coloniales, qui se sont engagés pour des causes nationales ou internationales. Et donc aujourd'hui, le journalisme, c'est tout à fait autre chose. Non pas qu'il n'y ait pas de journalistes engagés, mais par exemple, c'est le dernier chapitre de mon livre, je note qu'aujourd'hui, l'engagement journalistique est d'une toute autre nature. C'est-à-dire que les journalistes ne se battent pas pour des causes nationales ou internationales, mais ils s'engagent dans des terrains difficiles ou des terrains risqués. Et avec en plus comment dirais-je, une particularité tout à fait nouvelle, c'est que par exemple, dans les endroits dangereux, dans les endroits à risque, on envoie des femmes. Ce sont des femmes aujourd'hui qui sont la plupart du temps grands reporters en Afghanistan, en Libye, en Tunisie, en Égypte, etc. Donc voilà, il y a, si vous voulez, dans l'engagement journalistique dont je traite, il y a des périodes complètement différentes. Claude Essier, on reparlera bien sûr des journalistes, on reparlera de François Mitterrand et vous reviendrez sur le plateau de Public Sénat. Merci à vous. Avec plaisir, merci beaucoup. L'actualité justement au Sénat, elle est riche, elle a été riche cette semaine avec en particulier un fait tout à fait inédit. Pour la première fois depuis la dernière réforme constitutionnelle, eh bien un texte de loi a véritablement explosé en vol lors d'un examen en commission. Ça s'est passé mardi dernier à la commission des affaires sociales. Rappel des faits, Flora Sauvage. Coup de théâtre en commission des affaires sociales. Après 3 heures de débat, le projet de loi sur les soins psychiatriques n'a pas été adopté. Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, c'est la première fois qu'un texte est recalé en commission. En 15 ans de commission des affaires sociales, je n'avais jamais vu cela. Il y avait vraiment cette volonté de réécrire le texte, de se démarquer à la fois du texte gouvernemental et de la commission des lois. Un texte largement réécrit qui n'a pas été au goût de certains sénateurs UMP. Pour eux, le projet de loi initial a été complètement dénaturé. Au lendemain du meurtre d'un étudiant en 2008 à Grenoble par un schizophrène, Nicolas Sarkozy avait souhaité qu'on puisse soigner un patient qui sort de l'hôpital psychiatrique sans son consentement. C'est cette disposition qui a été supprimée en commission. Et au moment du vote hier, le PS s'abstient, les communistes votent contre et l'UMP est divisé. Résultat, le texte n'est pas adopté. Le texte de la commission n'a pas été adopté, donc il n'existe pas. Les travaux de la commission n'ont pas été adoptés, donc il n'existe pas. Et tout ce qui a été fait par Mme Dini et par la commission n'existe plus. Du coup, mardi prochain, en séance publique, c'est le texte voté par les députés qui devrait être examiné. Les débats risquent d'être animés. Oui, et figurez-vous que l'affaire n'est pas terminée parce que le psychodrame a une suite hier soir avec la démission surprise de Mugadini, la rapporteure du texte. Bonsoir. Tam Tranui, un rebondissement de plus sur ce texte sur la psychiatrie. Oui, bonsoir. Mugadini, c'est-à-dire pas n'importe qui, la présidente centriste de la commission des affaires sociales. C'est une première depuis la révision constitutionnelle de 2008. Alors Mugadini, en tant que rapporteur, avait complètement modifié le texte de l'Assemblée nationale qui, lui, était conforme aux objectifs du gouvernement. Les sénateurs UMP ont voté contre, suivant le gouvernement, et les socialistes se sont abstenus. Alors la question que tout le monde se pose, Mugadini sur la touche, qui va la remplacer maintenant pour suivre l'élaboration de ce texte? Eh bien, le groupe UMP a choisi. Ce sera Jean-Louis Laurin, sénateur du Haut-Rhin et médecin de formation. Il a suivi les auditions sur la psychiatrie avec Mugadini et s'intéresse particulièrement au problème. La majorité va l'accueillir comme le Messie. Il faut sauver le soldat Ryan, nous a-t-il d'ailleurs confié. Et il avait pressenti tout de même qu'il y aurait quelques désaccords, et notamment sur le point précis que nous avons développé dans le reportage, l'accompagnement sans consentement à domicile. Mais il a été néanmoins très surpris que Mugadini vide le texte de sa substance. Néanmoins, pour lui, la passion qui entoure ce texte est normale. C'est tout simplement parce que la folie touche à quelque chose de fondamental dans la société. Et donc, dès qu'un texte touche au cas de la psychiatrie, les réactions sont toujours très excessives. Merci beaucoup, Tam. On suivra en tout cas avec attention la suite des débats sur ce texte sur la psychiatrie. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. À suivre Focus sur Public Sénat. Merci.
Ce mois-ci, Caroline Delage aide un jeune couple à préparer son voyage en Australie. Travail saisonnier, mode de vie, art aborigène, préservation de la barrière de corail, des experts répondent aux questions de nos deux voyageurs. Si on partait en Australie, samedi à 15h15 sur Public Sénat. En 2008, la réforme portuaire est votée. Pourtant, 3 ans après, elle peine encore à être appliquée. Pour tenter de comprendre pourquoi, un groupe de travail a été mis en place au Sénat. Charles Revet, sénateur de Seine-Maritime, en est le président. Cap sur la Méditerranée, où l'activité portuaire est en pleine mutation. Nous venons ici rencontrer les responsables du port pour 2 ans et demi après le vote de la réforme portuaire, faire un peu un état des lieux, voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui mériterait d'être réexaminé pour que Marseille, qui est un grand port maritime, qui a tous les atouts pour un grand développement, puisse savoir les développer. Alors que les autres ports européens sont développés moins vite compte tenu du contexte économique, mais qui sont développés, nous on a plutôt en France régressé. Alors y a-t-il des domaines où nous pourrions améliorer, qui sont des freins dans nos ports français en l'état actuel des choses? Alors bien sûr, il y a un point que l'on ne peut pas nier, c'est la fiabilité sociale. On souffre d'un manque de fiabilité et chaque grève est une perte de trafic pour le port. Donc ça, c'est un gros point qu'il faut travailler. La réforme portuaire va amener sur les terminaux containers notamment une unicité de commandement. C'est-à-dire que les dockers et les grutiers auront, après la réforme, le même employeur. Oh. Vas-y, jeune homme. Sénateur, bonjour. Oh là, désolé, tombez pas, vous en prie. Bonjour. Merci de vous accueillir. On sait que vous êtes un peu mobilisé tout de suite. Voilà, le mot peut être un euphémisme. Puis en plus, comme vous savez que j'ai la chance d'avoir 2 CGT au lieu d'une, oui, c'est vrai. Voilà, c'est un peu chronophage. Les agents du port, dire les portiqueurs et les mainteneurs de ces outils, ont une certaine inquiétude parce qu'ils changent de statut. Ils ne sont plus employés d'un établissement public de l'État, ils deviennent employés de sociétés commerciales. Demain, ils rejoignent des entreprises dans l'univers de la concurrence, mais le port aussi est un univers de la concurrence. Ce ne sont pas les ports qui choisissent leurs clients, c'est les clients qui choisissent leurs ports. Très bien. Monsieur Revet, sénateur, monsieur Madame Cano, la présidente de l'Union maritime patronale. Merci de nous accueillir. La mer a un potentiel qui est fabuleux. Il y a à la clé potentiellement des emplois en très grand nombre. Ce sont des dizaines de milliers d'emplois qui peuvent être créés. Et donc la mission qui nous est confiée, nous sommes toutes sensibilités politiques confondues, c'est de voir, après avoir écouté les propositions que nous pouvons faire. C'est pas possible d'avoir un trafic. On nous annonce du trafic, il y a un nouveau portier qui va arriver au mois de mai. On se demande comment on va le conduire. Comment on va le conduire. Si déjà dans les 10 qui le conduisent, il y en a 5 qui s'en vont en pénibilité cette année, je ne sais pas qui va rester. Les jeunes, il va falloir vite les apprendre. Mais après, vite les apprendre, vous savez comment ils sont. Ces messieurs, on n'est pas rentable, on ne va pas assez vite, on n'arrive plus à entretenir nos grues. Et ça, c'est un gros problème. Parce que ça se répercute sur les conducteurs. Parce qu'on tombe énormément en panne et on travaille comme on peut. Même à l'égalité du travail. Dangereusement. Aujourd'hui, on est au ras des pâquerettes, on est 24. Dans un avenir très proche, il y en a une dizaine qui vont partir en pénibilité. Donc, il faut penser
Et je crois qu'on a à renouveler et à transmettre le savoir-faire de la conduite des engins, de l'entretien des engins. Et ça, les gars comme moi, bon, comme nous ici autour de la table, il nous reste 2-3 ans à faire. Hein. Je crois que maintenant notre rôle, il est là, c'est de transmettre un petit peu aux jeunes. Dès lors qu'on change des choses, c'est logique. De lire une formule, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura. Et tout le monde a cette réaction, ça ne veut pas dire qu'on est plus mal après, forcément, mais le changement, ça pose des points d'interrogation. Tout le monde voit l'optique, on sourit.